Voilà. Il est quelle heure là? Ah ben ça y est, on y est presque. Eh bien, je suis très curieux de voir comment ça va se passer. Écoute, la semaine dernière, il y a eu une ou deux questions, pas beaucoup, mais Voilà, voilà, on mesdames va et voir. messieurs, nous sommes en direct. Ok. Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce débat, désormais ce rendez-vous hebdomadaire organisé par le mouvement Présence et Action culturelle. Alors, ce soir, on est très très heureux d'accueillir Olivier Starky et Jean Cornille, qui sont respectivement Olivier, directeur des services syndicaux de la Centrale Générale FGTB, et auteur du livre Les mots qui puent, qui a été édité en 2018 aux éditions du Cerisier, un livre qui est toujours disponible. Et maintenant que les librairies sont réouvertes, on peut aller le chercher. Alors, bonsoir Olivier, Ah, bonsoir Jean Cornille. Jean Cornille qui est bonsoir. conseiller politique chez PAC, donc le conseiller politique du mouvement Présence et Action culturelle. Alors ce soir avec vous deux, on va passer un petit moment où on va se pencher sur des mots qui jalonnent notre quotidien depuis plus de 2 mois maintenant et qui reviennent de manière récurrente dans les discours politiques, médiatiques et autres. Et pour sélectionner ces mots, eh bien, on s'est appuyé sur les conférences de presse qui jalonnent notre quotidien maintenant depuis le 12 mars dernier, hein, qui nous donnent des consignes de sortie, de confinement, de sortie autorisée, interdite, de qui on peut voir, ne pas voir, etc. Et c'est en la personne de Sophie Wilmès, notre première ministre de ce gouvernement finalement non élu, non majoritaire, mais doté de pouvoirs très très spéciaux, que toutes ces informations nous sont transmises. Et Sophie Wilmès, la première fois que je l'ai vue prendre la parole dans le cadre de ces conférences de presse, je me suis dit, elle me rappelle quelqu'un, mais qui? Elle m'intimidait beaucoup par sa posture. Et puis tout d'un coup, ça m'est revenu. Elle ne me rappelle pas une personne en particulier, mais à elle seule, elle rassemble certains de mes profs que j'ai eus quand j'étais en secondaire, minoritaires heureusement, qui me reprochaient mon absence de goût pour l'effort. Et je dois bien reconnaître qu'ils étaient assez lucides. Et ils allaient même, je pense, jusqu'à me soupçonner de vouloir tirer profit d'un système scolaire beaucoup trop laxiste. Mais bon, là, je m'égare un peu. Sophie Wilmès nous rappelle au gré de ses conférences de presse que la situation est grave, que des mesures s'imposent, qu'il faut rester chez soi pour finalement sortir, pas masquer, puis finalement si, de préférence. Alors sortir pourquoi? Pour relancer l'économie en priorité, parce que, nous dit-elle, derrière chaque entreprise à l'arrêt, il y a effectivement des travailleurs qui doivent pouvoir vivre et se réaliser. Parce que le travail, c'est aussi une source d'épanouissement. La reprise de l'économie, c'est donc capital. Et puis surtout, il y a ces nombreux et divers appels à la solidarité. Solidarité avec les personnes âgées, isolées dans les homes, solidarité entre citoyens. Fabriquons-nous des masques les uns aux autres, ou plutôt les unes pour les autres. Et solidarité enfin avec le personnel soignant qui risque sa vie en sauvant la nôtre. Alors, ce mot de solidarité qui revient si souvent dans la bouche d'une élue du mouvement réformateur, ce qui est quand même pas banal, j'aimerais vous entendre, Olivier et Jean, sur une petite analyse de ce terme dans ce contexte-là. Olivier, je t'en prie. Ah bah allons-y alors. En fait, c'est très intéressant. C'est la solidarité telle qu'elle est évoquée, c'est d'abord la première chose, et on se paye de mots. C'est-à-dire, si j'évoque la solidarité, ben, c'est une manière de cacher en fait ce en quoi le système justement a péché ces dernières années. Et il y a eu, donc voilà, on promeut l'entraide et la coopération, et ça permet, ce faisant, et je reviens tout de suite sur la production des masques, où on invite les citoyens eux-mêmes à les fabriquer, et on le dit sans aucune honte, alors que c'est quand même ça pourrait être le symbole, et je pense que ça l'est, d'un État failli. C'est-à-dire l'État n'est même pas capable de lui-même de fournir l'essentiel, c'est-à-dire des masques, mais on le vend sous couvert de solidarité, d'entraide et de coopération. Et justement, mais c'est d'abord, d'une part, ça c'est le premier élément de l'analyse. Le deuxième élément, c'est aussi, c'est intéressant de voir, il n'y a pas besoin de lancer un appel à la solidarité, parce que
automatiquement, cette solidarité, cette entraide et cette coopération qui existent parmi les citoyens, elle s'est automatiquement manifestée et mise en place. Et donc, d'une part, il y a ce côté, je dois à tout prix cacher le fait que, à force de ne plus la mettre en œuvre, eh bien, on dirige un État failli et on le fait sans aucune vergogne. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la solidarité, elle existe. Et le troisième élément, et ça, c'est plus dans le ressort de l'usage des mots, c'est en quelque sorte une stratégie orwellienne, c'est-à-dire j'utilise les termes de l'adversaire pour surtout cacher ce qui doit l'être, c'est-à-dire le fait que le néolibéralisme a failli et il est hors de question de le reconnaître un quart de seconde. Et donc, c'est par l'usage des mots de l'adversaire que j'arrive, et j'y reviendrai tout à l'heure, que j'arrive à essayer de cadrer le débat et la manière dont il doit se dérouler. Voilà pour une première analyse. Et Jean va bien sûr rebondir allègrement. Merci Olivier. Jean, à toi. Merci Olivier, merci Barbara. Moi, ce qui me frappe dans le mot solidarité en regard de la crise que nous traversons, le mot crise n'est d'ailleurs pas adapté en regard du bouleversement, c'est qu'il y a à la fois un versant tout à fait lumineux où il y a des mécanismes de solidarité, qu'elles soient les solidarités chaudes, immédiates, citoyennes, notamment dans la confection des masques, par exemple, même si ça devrait bien sûr être le rôle de l'État, mais aussi une revalorisation des solidarités froides, la sécurité sociale, les cotisations sociales. On commence à comprendre que s'il n'y avait pas eu les mécanismes de sécurité sociale tels qu'ils ont été imaginés dans le grand pacte accord entre travailleurs et employeurs juste le 28 décembre 1944, eh bien, la situation de la précarité, de l'exclusion sociale, de la pauvreté serait évidemment bien pire aujourd'hui. Donc, il y a à la fois, c'est ça qui me frappe, une forme de solidarité qui s'exprime dans par exemple le fait que la règle des 3% du pacte de stabilité dans l'Union européenne, qui est un dogme absolu singulièrement dans les pays du nord de l'Europe et en Allemagne, est tout d'un coup sautée, que la question de l'endettement des États, qui est lié aux 3% du pacte de stabilité, tout d'un coup, les États vont emprunter des milliards sur le marché des capitaux pour pouvoir, même aux États-Unis, même avec Donald Trump, pour pouvoir faire face aux conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire. Il y a ce versant-là, qui est assez étonnant, où il y a d'une certaine manière un retour de la politique face à l'économique, un retour de l'intervention de l'État, un retour de l'État-providence, même s'il y a beaucoup de critiques à y faire, mais il y a quand même un retour. Beaucoup disent c'est quand même incroyable que le politique ait su arrêter le monde et comment dirais-je, et l'orienter sur une nouvelle trajectoire en quelques semaines. C'est le thème d'ailleurs du magnifique article de Bruno Latour dans l'Obs de ce matin. Et en même temps, il y a un versant sombre sur la question de la solidarité, c'est-à-dire où la crise sanitaire a exacerbé les rivalités, les concurrences, les inégalités sociales. Vous prenez les statistiques, par exemple, de la mortalité à New York, et vous voyez que la mortalité à New York, c'est principalement les populations pauvres d'origine latino, afro-américaine, singulièrement même les gamins et les gamines obèses des quartiers du Bronx. Bref, on voit que nous ne sommes évidemment pas égaux devant le virus, et qu'entre les gens qui doivent boucler leur fin de mois, qui n'ont pas facile, qui ont un appartement 50 mètres carrés en haut d'une tour à Droix, soit à Molenbeek ou à Anvers, qui ont des enfants en bas âge, ça n'a rien à voir avec la madame qui est multipropriétaire, l'orteil, comme je dis, dans la piscine à Gerpine, dans le sud de Charleroi, avec un espace vert magnifique, villa, 4 façades, etc. Et pour prendre un dernier exemple et ne pas être trop long, Barbara Olivier, quand on voit les chiffres internationaux et quand on voit toutes les mesures, même si on est très confiné sur nous-mêmes pour l'instant et sur notre petit Occident ou européanéité, quand on voit les chiffres, par exemple, de l'accès à l'eau potable et au savon, il faut quand même savoir qu'il y a des milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et au savon, donc qui n'ont pas la base minimale pour pouvoir, je dirais, résister à d'éventuels assauts du virus. Même chose quand on pourrait donner l'exemple de la fermeture des frontières.
c'est quand même l'effondrement du rêve européen, la liberté de circulation, d'abord des biens, des capitaux, puis des personnes. Aujourd'hui, on referme les frontières entre les différents et 27 États membres de l'Union européenne. Donc, on sent bien que, je dirais qu'il y a une espèce de tango, de valse, hésitation entre une résurgence à la fois des mécanismes de solidarité, de fraternité, de coopération, d'entraide, comme dit Olivier, et en même temps, il y a une exacerbation de l'individualisme, que ce soit au niveau personnel, individuel ou au niveau des États. Et donc, si je vous comprends bien l'un et l'autre, la situation que nous vivons aujourd'hui, même si l'émergence, l'apparition, entre guillemets, d'un virus est plus ou moins prévisible, et même si elle ne l'est pas, ça n'est pas pour autant que la situation catastrophique qu'on vit aujourd'hui n'aurait pu pas l'être moins si effectivement les services publics, la sécurité sociale n'avaient pas souffert d'autant de coupes financières. Pour quelques chiffres peut-être pour illustrer ce que je dis, entre 2012 et 2018, les deux gouvernements fédéraux successifs ont fait des coupes de plus de 20 milliards d'euros dans les services publics et pour la sécurité sociale, et dont 9 milliards uniquement dans les soins de santé. Alors, pour donner une image concrète de ce que ça représente, en 1985, il y avait 9,3 lits par 1000 habitants en Belgique. Aujourd'hui, en 2020, il y a 6,2 lits par 1000 habitants, donc une perte d'un tiers du nombre de lits disponibles. Alors, même si effectivement, une épidémie, une pandémie, voilà, ça arrive, et quoi qu'on peut aussi se questionner sur l'origine et l'expansion de ce virus, les moyens qui sont mis en œuvre et qui sont à la disposition de la population pour y faire face dépendent de choix politiques. Et là, effectivement, ça fait mal aux oreilles peut-être d'entendre des dirigeants qui ont été à l'œuvre pour faire ces choix de réduction du financement des solidarités froides, comme l'a dit Jean, faire appel à des formes de solidarité qui s'organisent de toute façon de manière, je dirais, non formelle dans la population, de manière générale, parce que quelque part, les gens n'ont pas le choix. Est-ce que vous auriez l'un ou l'autre quelque chose à ajouter là-dessus? Olivier, je t'en prie. Ben oui, avec plaisir, mais justement, on fait un peu c'est en quoi c'est extrêmement difficile et vicieux comme discours. On se fait des gorges chaudes sur, oui, la sécurité sociale, malgré 4 décennies de néolibéralisme, fait encore office de stabilisateur. C'est vrai. Sauf que si je viens le chômage temporaire qui est passé de 60 à 70%, mais 70% d'un salaire qui est dérisoire, c'est quand même pas lourd. Donc, il y a un côté, oui, en effet, malgré 4 décennies de néolibéralisme pur et dur et en effet de mesures prises à l'encontre de la sécurité sociale et des soins de santé, malgré tout, ça tient encore la route. Mais dans le même temps, on devrait avoir un discours beaucoup plus offensif. Ça n'est pas tout d'avoir une sécurité sociale qui, malgré tout cela, malgré le fait qu'elle a été décimée, tient encore le coup et permet plus ou moins de tenir. Il faudrait être beaucoup plus dans une posture offensive et dire non, ne pas se contenter de miettes, mais dire voilà, il y a eu 40 années, 4 décennies de délabrement, il faut revenir avec un positionnement beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, la question du confinement, on est obligé d'être confiné, justement, peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment de lits disponibles dans les hôpitaux. Et donc, ça n'est pas nécessairement parce que le virus est redoutable, parce que le virus va tous nous décimer, c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas faire face au nombre de personnes qui doivent être hospitalisées. Et rien que ça n'est pas cadré comme tel dans le débat, mais c'est tout l'enjeu, évidemment, de l'usage des mots. Mais rien que ça devrait faire sortir les signaux d'alarme et promouvoir un discours beaucoup plus offensif par rapport à ce qui se passe pour le moment et ce que le virus montre et démontre. Je suis bien d'accord avec vous. Pardon, Barbara, je t'en prie. J'allais te donner la parole, Jean.
les chiffres que tu rappelles, Barbara, sont très importants et ils sont d'ailleurs repris, je ne les connais pas par cœur, tu as cité pour la Belgique, mais il y a un article dans le Monde diplomatique du mois dernier, du mois de mars, ou je pense du mois de mars, qui s'appelle, l'article est intitulé Jusqu'à la prochaine fin du monde, où les auteurs reprennent les différents chiffres depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, donc sur 40 ans, de la diminution drastique des lits d'hôpitaux dans un certain nombre de pays. On voit par exemple qu'en Allemagne, il y a eu moins, paradoxalement, il y a eu moins de diminution qu'en Belgique, en Grande-Bretagne ou qu'en Italie. Ce que je voudrais juste rajouter par rapport à la question de la solidarité, c'est que ce virus, comme dit Olivier, il est, comment dirais-je, il amène à faire réfléchir. Parce que d'abord, ce virus, il n'est pas que de droite, si j'ose dire, il est aussi de gauche. Et il bénéficie de la solidarité et du partenariat avec nos cellules. Il a bénéficié du partenariat d'une chauve-souris, d'un pangolin, puis d'un premier humain à Hong Kong, puis d'autres humains. Donc, d'une certaine manière, je sais que c'est un peu provocateur de dire ça, mais d'une certaine manière, comme dit Gauthier Chapelle, la vie fondamentalement est, je dirais, une concurrence, mais sur un socle de coopération. Donc, je pense qu'il faut penser, c'est ça qui est peut-être difficile aujourd'hui, penser les deux en même temps. Et moi, ce qui m'a très fort frappé sur cette question et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, en termes de philosophie politique, essentiel, ce qui m'a fondamentalement choqué, au-delà, bien sûr, du démantèlement des soins de santé, de diminution des lits d'hôpitaux, des coupes sombres dans certains régimes inamis, du management des hôpitaux soumis à l'idéologie dominante, je dirais, du libéralisme. Ce qui, moi, m'a le plus, je dirais, interrogé, c'est le fait qu'à un moment, on se soit dit, laissons, comme sous une forme de darwinisme social, laissons le virus circuler et parions sur l'immunité collective. Et donc, ce que, d'une certaine manière, les pays, entre guillemets, du Nord, plus anglo-saxons, entre guillemets, plus protestants, après, est-ce qu'il y a un lien entre le protestantisme et la gestion sanitaire? Je pense que oui, mais ou dans le catholicisme, d'ailleurs, peu importe, mais ça nous mènerait trop loin. Mais donc, quand, vous voyez qu'en Grande-Bretagne, la première logique très anglo-saxonne a été de dire laissons le virus circuler et d'une certaine manière, les plus solides, les moins vulnérables résisteront. On est totalement, je dirais, dans l'absence de solidarité, puisque les plus vulnérables, les plus de 65 ans, les gens qui ont le diabète, les gens qui ont une comorbidité, les gens obèses, etc., eh bien, tant pis pour eux, d'une certaine manière. Après, Boris Johnson, qui lui-même est passé pas loin, je dirais, du virus, ben, ils ont changé leur fusil d'épaule, alors que les pays catholiques, les pays méditerranéens, les pays latins, l'Italie, l'Espagne, avaient une politique beaucoup plus, je dirais, de prise en charge, de protection sociale. Et donc, je trouve que ça, c'est une question fondamentale. Est-ce qu'on est dans une logique utilitariste de la gestion sanitaire, de droite, libérale, mais au sens vraiment de Jeremy Bentham ou d'Adam Smith, du débat sur le XVIIIe siècle. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt particulier? Est-ce que l'intérêt collectif n'est pas supérieur aux intérêts particuliers? Et tant pis pour les gens qui... Ou bien est-ce que dans une logique d'intentionnalité plus kantienne, si j'ose dire, plus allemande, on protège tout le monde de manière universaliste? Tout le monde a droit à l'égalité devant la maladie, devant les soins de santé. Je trouve que ça, c'est une question de philosophie politique qui montre extrêmement bien dans le cas du virus comment d'un côté, il y a une logique libérale, individualiste, utilitariste qui fait des terribles dégâts, et puis de l'autre, il y a une version plus universaliste de protection, je dirais, du collectif qui prend en charge l'individu, où le collectif est premier par rapport à l'individu. En quelques mots, ce que je voulais exprimer. Je peux en mettre une couche? Bien sûr, Olivier, je t'en prie. Eh bien, en effet, pour rebondir sur ce que j'en dis, en effet, tout le monde a vu à un moment cette affiche d'une manifestation, notamment aux États-Unis, où il était mis, il y avait une pancarte « Let the weak die ». Donc ça, c'est clairement, on est dans cette optique-là. Mais là où moi, je serais un brin provocateur, c'est, et les pays catholiques dont la Belgique fait partie, est-ce qu'on n'est pas dans l'hypocrisie la plus totale? C'est-à-dire qu'on se targue de ne pas mettre en œuvre l'immunité collective, mais en renvoyant au casse-pipe les créateurs de richesses que sont les travailleurs, en mettant l'économique à l'avant-plan, je me demande des fois si on ne le fait pas aussi, mais on n'ose pas le dire. Voilà, des choix dans les actes et pas dans les mots, en tout cas. Il y a entre 40 et 50 personnes qui suivent notre débat, et donc j'invite, si l'un ou l'une d'entre vous a envie de poser une question, surtout n'hésitez pas
on est là pour ça. Mais déjà, merci pour ces premières réflexions qui vont assez loin finalement, hein, au départ de ce mot de solidarité et qui nous permettent de comprendre finalement les choix idéologiques qui se cachent derrière les décisions pragmatiques pleines de bon sens, c'est bien connu, qui sont prises. Alors, on va continuer à cheminer dans les mots et je passe au mot suivant qui est le mot masque. Masque dont les scientifiques nous disaient, pour certains, depuis le début, c'est très important, porter un masque. D'autres, disons, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, le politique, qui, il y a quelque temps, nous disait, c'est inutile, non seulement nous dit, portez-les, nous encourage à les porter et même nous impose de les porter, notamment dans les transports publics, par exemple, sans pour autant les mettre à la disposition de l'ensemble des citoyens. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire sur le mot masque, ses différents sens, parce qu'il prend un sens très spécifique dans la situation actuelle, mais aussi ses usages? Olivier. Ben oui, moi je pense qu'il y aurait moyen de faire beaucoup de jeux de mots un peu foireux là-dessus, parce que Allez, vas-y, lâche-toi. on pourrait dire les masques, parce que justement, allez, lorsqu'on voit que à un moment il était impossible, donc dans l'état qui est le nôtre, que tout à l'heure je disais qu'on peut se poser la question si ça n'est pas un état failli sur certains points, mais il était impossible d'envisager de mettre en œuvre la production de masques, la fourniture de masques, et que 2 jours plus tard, ils étaient disponibles dans les supermarchés, on peut quand même s'interroger. Donc là, à un moment, les masques tombent, entre guillemets. Et alors, le deuxième jeu de mots foireux, c'est, mais tout ceci, allez, on pourrait se demander si ce n'est pas une mascarade, justement, c'est-à-dire une sorte de simulacre où on essaye de noyer le poisson et on essaye de montrer que oui, on est là pour la solidarité, pour l'entraide, mais finalement, ceux qui motivent et ceux qui dirigent depuis le début, et par les choix qui sont posés, hein, on peut aussi revenir, c'est une digression, mais on peut revenir sur le choix de systématiquement contourner les laboratoires agréés pour donner systématiquement, donc par le biais de cahiers des charges, des marchés à des entreprises privées, eh bien, toute cette mascarade cache en fait qu'on essaye de nous vendre comme quoi, au nom de la solidarité et de l'entraide, le logiciel aurait changé, mais il n'a pas changé du tout. Le logiciel reste le même, c'est tout au marché. Et donc, voilà, c'est une petite variation. Et moi, je n'ai pas envie nécessairement de parler du nombre de ministres qui se sont succédés pour avoir la tutelle sur les masques, comme si c'était une mission impossible. Mais ça, c'est de la diversion aussi. Donc, et ça fait partie pour moi du côté un peu mascarade et simulacre qui gravite tout autour de cette problématique des masques. Et honnêtement, et ça c'est le dernier point, franchement, à entendre aussi le nombre d'intervenants, de fil en aiguille, il est difficile de savoir si finalement, oui ou non, il est important de porter un masque ou non. Moi, je ne sais pas. Eh bien, avant de donner la parole à Jean et pour finir sur un jeu de mots foireux, je le reconnais, derrière le masque de respectabilité de notre gouvernement, quelle priorité se cache? À toi, Jean. Nietzsche écrivait « Toute parole est un masque » dans Par-delà le bien et le mal. Et moi, ce qui me frappe avec la question du masque, c'est que ça m'a tout de suite conforté dans l'idée que l'homme ne retient rien de l'histoire. Parce que vous savez que les masques, ils étaient, sous Pline l'Ancien, dans l'Empire romain, en vessie de porc, en peau de vessie de porc. Et puis l'idée, on le sait, on ne le sait pas, mais l'idée de porter un masque en tissu, c'est Léonard de Vinci qui l'a eu. Et puis, le masque sanitaire officiel, j'ai repris l'article, il date de 1619 au moment de l'épidémie de peste à Paris. Et depuis ce moment-là, pendant des siècles, il y avait une permanence de masques sanitaires dans un certain nombre de villes. Donc, vous vous dites, on est au 21e siècle, on va sur la Lune, on a des antibiotiques, on vit beaucoup plus longtemps qu'avant, mais sur la question de la gestion des épidémies, on a manifestement reculé. Or, ces épidémies qui sont l'avant-garde des chocs écosystémiques qui sont en train, je dirais, de s'amplifier, donc
même si on parvient à vaincre le Covid-19, il y en aura d'autres dans 4 ou 5 ans, comme il y a eu avant la grippe espagnole, il y a eu le MERS d'Arabie Saoudite, il y a eu le H1N1, etc. Il y avait d'ailleurs des masques. D'ailleurs, il y avait certains ministres de la Santé qui ont pris des décisions, mais comme vous savez, les masques ont été périmés et ils ont été jetés par millions. J'étais périmé au début des années 2011-2012, suite au stock qui avait été constitué au moment de H1N1. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette question des masques, ça me paraît d'une évidence absolue, sanitairement et médicalement, historiquement prouvé que le masque est une bonne chose pour lutter contre les épidémies. Donc, ça me paraît quelque chose d'une évidence. Et d'ailleurs, je ne vais pas citer ma belle-mère qui est pédiatre et qui travaillait pour le gouvernement de Salvador Allende dans les bidonvilles de Santiago jusqu'en 1973. La première chose qu'elle nous a dit au mois de février, elle m'a dit portez un masque. Portez un masque. Et donc, c'est ça qui me frappe, c'est ce débat. À la fois, après qu'il n'y ait pas assez de masques et qu'on les réserve au personnel soignant, je trouve ça assez normal. Après qu'on considère les masques comme quelque chose d'essentiel au point qu'ils soient véhiculés et accompagnés par les services de police, comme ça s'est vu, c'est assez, en France notamment, c'est assez incroyable. Que les cargaisons de masques soient négociées par certains services secrets sur le tarmac des aéroports de Chine, vous voyez tout de suite la valeur du masque. Hein, parce qu'on se protège plus avec un masque qu'avec un billet de 500 € face au virus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vu la valeur marchande du masque, évidemment, sans parler des prix sur Amazon, etc. Donc, ce que je veux dire par là, simplement, c'est que cette question du masque me paraît tellement aveuglante que c'est extrêmement important pour aider la population et que la gestion par l'État, malheureusement, a été jusqu'à présent tellement calamiteuse qu'effectivement, il a fallu faire appel aux solidarités citoyennes pour y remédier. Et donc, ça interroge sur beaucoup de choses, cette question du masque. Effectivement, ce que masque le masque, voile le voile. Hein, je ne vais pas discuter sur le caractère prophylactique de la burqa, mais voilà, on peut se demander ce que tout cela cache, pour reprendre une de mes expressions favorites tirées de Francis Blanche. Il faut peut-être mieux sur cette question-là, comme sur d'autres, penser le changement plutôt que changer le pansement. Jolie formule, merci Jean. Maintenant, je vous propose, après ces deux premiers termes, masque et solidarité, de venir à un troisième qui, finalement, est l'état, la situation que nous partageons toutes et tous pour, je ne sais plus quelle proportion de la planète a été confinée en même temps, mais le mot confinement, les enfants de 4 ans, non seulement ce mot est entré dans leur vocabulaire quotidien, mais en plus, ils en connaissent et ils en éprouvent le sens. Alors, le mot confinement, c'est derrière ce mot se cache notre quotidien depuis plus de 2 mois maintenant, notre quotidien, celui de nos enfants et petits-enfants. Et je vais vous laisser la parole sur une réflexion, une analyse autour de ce mot. Et moi, ce que je me dis, c'est que finalement, est-ce que cette situation qui est la nôtre aujourd'hui va se répéter et vers quel type de société vont aller nos enfants et petits-enfants, je me répète, et qu'est-ce qu'ils vont intégrer finalement comme cycle et comme rythme dans leur vie, s'ils doivent passer par des phases régulières. Est-ce qu'ils ont, eux, déjà intégré et banalisé cette situation de confinement? Je vous laisse la parole. Ça, je pense qu'il faudra leur demander. Mais le mot confinement, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ceci est une hypothèse de travail. Mais donc, je fais un détour par le néerlandais et par l'anglais. Donc, en anglais, on parle de lockdown. Bon, alors, moi, quand j'entends le mot lockdown, évidemment, tout de suite, me vient à l'esprit 2016, les attentats de Bruxelles, où on avait été en lockdown. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche pour vérifier. Toute la presse francophone utilisait le terme lockdown. Or, 3 ans plus tard, enfin, 4, peu importe, 4 ans plus tard, donc, alors que c'est le même terme qui est utilisé en Grande-Bretagne et en Flandre, très vite s'est imposé dans la langue française le terme confinement. Et alors là, pour moi, ça me pose question. Je me dis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on utilise systématiquement et dans un certain unanimisme généralisé le terme confinement?
Et alors, donc là, bon, c'est une hypothèse de travail, mais je réfléchis. Ça veut dire quoi, en fait, le confinement? Donc, il y avait une chronique dans Le Soir de ce week-end-ci par Michel Francard, où il voyait le mot bon, confinement, c'est une limite commune, et c'est seulement au XVe siècle que le terme confinement est utilisé pour être un synonyme, en fait, d'emprisonnement. Appelons un chat un chat. Mais ceci dit, le terme confinement a une dimension euphémisante, beaucoup plus marquée que le lockdown. Le lockdown, si on est un tant soit peu féru de séries télévisées, ou si on est un tant soit peu féru de langue de manière générale, dans lockdown, il y a lock. Et donc, lock, c'est tout de suite la clé, donc c'est l'enfermement. Donc, il y a cette volonté de, si on est dans une grille de lecture euphémisante et où on veut édulcorer une certaine réalité, eh bien, il faut à tout prix faire passer la pilule, dorer la pilule, et donc faire oublier que finalement, ce qu'on vit, c'est comme si on avait un bracelet électronique. Donc, il y a une forme d'emprisonnement qui ne dit pas son nom. Bon, ça, c'est la première chose. Autre chose que je trouve assez interpellante, et Michel Francard, une fois de plus, le soulignait, l'inverse du confinement, ça devrait être la libération. Or, très vite s'est imposé et très vite devient viral le terme déconfinement. Et donc, un peu comme, pour ne pas dire qu'on évolue vers un système proche de la dictature, on parle de dédémocratisation, eh bien, là, on parle très vite de déconfinement. Ce sont des hypothèses de travail. Je reconnais volontiers peut-être être un tant soit peu caricatural, mais je trouve que ça mérite débat. Très intéressant. Jean, qu'est-ce que tu aurais à dire de ce mot? Moi, j'ai été très frappé par l'article de Vincent de Corbitaire dans Le Soir, il y a quelques semaines, un mercredi, dans cette magnifique chronique, où il paraphrase une parabole de Jean-Paul Sartre qui est terrible et qui dit « Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande ». Et Vincent de Corbitaire, qui est l'ancien directeur général du CRISP et qui est professeur de philosophie politique à l'ULB, dit translate, si j'ose dire, en disant « Nous n'avons jamais été aussi libres que sous ce confinement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense qu'il a en partie raison dans la complexité des choses. C'est que, comment dire, Olivier a parlé de l'étymologie, de finis, frontières, si on remonte limite, etc., au latin. Au fond, quand on suit toujours l'histoire, et vous savez que j'aime bien, Barbara, toujours me situer dans la perspective de l'histoire longue, et pas simplement des dernières élections législatives, ce qu'on constate, c'est qu'au fond, l'homme n'a jamais été qu'en voie de confinement. Depuis qu'il était chasseur-cueilleur dans la savane, là, il était très déconfiné et encore. Mais après, avec la création des grottes, des terriers, des huttes, des maisons en terre, puis en bois, puis en pierre, puis en béton, le fait d'avoir plus de vêtements, c'est un peu ce que disait Étienne Klein hier dans la grande librairie qui était sur ces questions-là, sur France 5, l'émission de François Bunel, sur les livres. Il disait, au fond, on est d'abord confiné. C'est d'ailleurs l'esprit d'un article que j'ai écrit pour Agir par la culture, que j'ai intitulé un peu en boutade, on ne n'est pas déconfiné, on le devient. C'est-à-dire cette logique, d'abord on est confiné parce qu'on est dans 9 mois dans le ventre de sa mère, etc. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que, pour ne pas être trop long, c'est que, nous avons la chance d'être fondamentalement, nous, Européens, occidentaux des pays développés, fondamentalement, en général, des déconfinés. Fondamentalement, nous avons la liberté de circulation, même si elle est suspendue pendant quelques semaines, ce qui peut interroger les libertés fondamentales, bien sûr. Je ne dis pas que le débat n'est pas important, mais fondamentalement, la plupart des humains sur cette terre, ils sont confinés. Parce que économiquement, socialement, culturellement, ils n'ont pas la possibilité. Vous allez dans les banlieues de Kinshasa, dans les banlieues de Rio, les gens n'ont pas les moyens même pas de partir en vacances, simplement de bouger. Et quand ils bougent, c'est vraiment sous la pression de la famine, sous la pression des événements dictature, la guerre, etc. Donc, nous, on est déjà des super déconfinés. La plupart des gens sont on est, si j'ose dire, dans un régime pénitentiaire VIP, nous, actuellement, comparé à ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de pays, en règle générale. Et la deuxième chose que je voulais dire, Barbara, Olivier, c'est qu'après,
le déconfinement, il est d'abord pour moi non pas physique, c'est vrai que moi je suis confiné je serai sans doute plus longtemps que les autres parce que voilà, j'ai une maladie qui m'oblige à ce que ce soit ainsi, mais c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est le déconfinement mental. Et ce travail-là, dont parlait Étienne Klein, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'élargir son esprit, comme disait Kant dans l'esprit des Lumières, d'avoir la curiosité, d'élargir sans cesse sa pensée pour ne pas être emprisonné par des dogmes, par des idées définitives, catégoriques, par une espèce de vérité transcendante et éternelle, ce travail-là, ce combat-là, que beaucoup d'intellectuels ont donné leur vie pour ça. Hein, quand Giordano Bruno brûlait sur le Campo dei Fiori à Rome le 1er janvier 1600 parce qu'il avait écrit qu'il croyait au déconfinement de l'univers, à la multiplicité des univers. Et en quoi aujourd'hui, quand on voit l'évolution de l'astrophysique, il avait profondément raison, il avait une intuition géniale et juste, il l'a payé de sa vie. On pourrait donner des tas d'exemples de gens qui, pour se déconfiner l'esprit, l'ont payé extrêmement cher. Donc ce travail-là, Barbara, qui rejoint d'ailleurs le travail de l'éducation permanente, d'augmenter l'oxygène mental, l'oxygène moral, la lucidité critique des citoyens, donc oblige chaque fois à repousser les barrières et les limites de l'esprit. Pas que les barrières, je dirais, physiques de pouvoir aller chez ses amis, bien sûr, mais aussi, ce qui est beaucoup plus compliqué, ce qui interroge le rôle de l'enseignement, de l'éducation permanente en particulier, c'est cette capacité à pouvoir sans cesse repousser les limites et réinterroger avec lucidité son être dans la vie, son regard sur soi, sur les autres et sur la nature, sur le monde. C'est ça que je trouve qui est intéressant. D'où effectivement que peut-être quand on est vraiment confiné, on a peut-être le temps de réfléchir à autre chose que des agités de l'agenda en permanence et de relire peut-être Alexandre Dumas, peut-être Spinoza, peut-être Garcia Marquez, peut-être voir des documentaires qu'on n'aurait pas pris le temps, etc. etc. Et donc, au fond, on est paradoxalement confiné physiquement, mais peut-être que c'est un magnifique bol d'air pour l'esprit. Alors, ce moment de confinement contraint et comme tu le disais, qui peut-être s'apparente à des assignations géographiques ou sociales permanentes pour d'autres, est-ce qu'on peut effectivement, je te rejoins, essayer de faire de cette contrainte une opportunité pour élargir un petit peu la petite lucarne, tout en gardant tout de même à l'esprit, comme le disait Olivier, que le choix des mots est vraiment important. Passer de lockdown à confinement, en tout cas dans la partie francophone du pays, donne un sens différent, non pas à ce qu'on vit, mais à ce qui a conduit à ce qu'on vit. Et dans ce qu'on vit aujourd'hui, et là j'en viens au mot suivant, sans transition, il y a la question du soin. La question du soin qui est aux mains du personnel soignant, qui n'a jamais été à ce point mis en avant et dont on fait aujourd'hui des héros. Nos soignants sont des héros. Mais qu'est-ce que c'est que le soin? Qu'est-ce que c'est que cette pratique invisible, j'ai envie de dire, qui est parfois le quotidien de nombreuses personnes qui sont oubliées? Je pense par exemple à toutes les personnes qui travaillent dans les maisons de repos, aux personnes qui travaillent dans le monde hospitalier, mais aussi celui de la petite enfance, de la toute petite enfance, etc., etc. Et qui n'est pas, je pense, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un enjeu ni une priorité. Parce que, est-ce que c'est rémunérateur le soin? Est-ce que c'est producteur de richesse? Qu'est-ce que vous auriez à dire autour de ce mot soin qui est tant porté au nu aujourd'hui? Beaucoup de choses. Vas-y, Olivier. En fait, il est le révélateur justement de ce qui a été porté à l'attention jusqu'à présent. On s'en foutait du soin. Bon, d'ailleurs, Macron envoyait volontiers les brigades policières tabasser le personnel soignant lorsqu'ils manifestaient, et soudainement, ils sont devenus des héros. Ça, je dis ça en incise. Donc, puisque avant, et ça rejoint la réflexion de David Graeber sur les bullshit jobs, hein, donc apparemment, être un trader était beaucoup plus important que personnel soignant. Et donc, si on prend le positionnement selon lequel
il faut voir dans cette crise, dans ce bouleversement, une opportunité, et je pense notamment à nos adversaires qui disaient « never waste a good crisis », c'est peut-être l'occasion de faire du soin la nouvelle plaque tournante, le nouveau point focal autour duquel, si par exemple, allez, à la fin de, à la deuxième moitié du XXe siècle, la figure tutélaire du monde ouvrier, c'était le mineur, eh bien, on pourrait considérer que par analogie, le personnel du soin, au sens très large du terme, hein, ça veut dire, tu l'as cité, ça veut dire le personnel soignant, mais ça veut dire aussi les aides ménagères, toutes les personnes qui sont dans le soin, qui apportent ce qu'en anglais on appelle le care dans tous les sens du terme, et ça vaut aussi pour beaucoup d'agents des services publics, eh bien, ça pourrait être la nouvelle figure tutélaire, entre guillemets, du prolétariat et la figure autour de laquelle on pourrait articuler une vision de la société, une idéologie, pour appeler un chat, autre que celle qui porte de l'attention aux traders et à toutes ces fonctions un peu inutiles, malgré tout, il faut oser le dire aussi. Et donc, il y a tout, je pense qu'il y a, si on veut saisir le momentum que ce bouleversement apporte, il y a tout un travail de réflexion à faire et d'articulation du regard de la société à faire. Et ça implique aussi, à mon avis, d'aller beaucoup plus loin que de vouloir octroyer une prime aux héros du jour. Mais ça, c'est une petite pointe politique, en passant. Une pointe politique bien nécessaire et bien placée. Jean, le soin. Comme tu le disais, Olivier, ce momentum du Covid, j'ai appris en passant qu'on disait la Covid, La COVID, le Covid, oui. hein, c'est l'Académie française quand l'Académie française le dit. Bref, cette question, je trouve ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça bouleverse la hiérarchie des professions. L'infirmière et la, entre guillemets, technicienne de surface est plus importante que le banquier. Et donc, ça c'est symptomatique, je dirais, d'une forme, en tout cas d'opportunité pour une forme, je suis prudent, de renversement potentiel des valeurs. Au fond, la question économique est pour une part, en tout cas dans les professions relativement secondaires, ce qui n'est pas le cas dans le discours, Barbara l'a bien expliqué, de la Première ministre, qui fin d'ailleurs d'évoquer un espèce d'équilibre entre la sécurité sanitaire et le redémarrage économique et social. Donc cette question, me paraît-il, la politique du soin, du care, Martine Aubry d'ailleurs en avait déjà parlé il y a quelques années, me paraît quelque chose d'important. Par ailleurs, je n'y ai pas, au-delà, je dirais, de réflexions un peu que je livre, un peu prosaïques et un peu mainstream sur le fait qu'effectivement, comme on dit, l'homme le plus pauvre de la planète est une femme africaine, hein, si j'ose dire, effectivement, on sent bien là que c'est une profession pour laquelle jusqu'à présent, il n'y a pas eu du tout de revalorisation et que tout d'un coup, il y a une héroïsation, je dirais, d'un certain nombre de professions, d'où les applaudissements à 20 heures, etc. Il n'y a pas de sifflement à 13 heures pour les banquiers. Malheureusement, pour faire une forme de, je dirais, de parallèle. Donc voilà, moi c'est juste ça que je voulais dire. Je réfléchis à la question du soin, c'est une question complexe, c'est une question aussi de l'amour, de l'affection, de la caresse. Ça mobilise beaucoup de réflexions peut-être aussi plus intimes, d'un autre rapport à l'autre, un autre rapport au corps, à la sensualité. Et donc voilà, je trouve que c'est, après il y a des objectifs politiques, Olivier les a dit, puisse être cette transformation, cette crise que nous traversons, une opportunité à saisir pour modifier tous les paradigmes, dont celui de la hiérarchie des professions et dont celui de la revalorisation de toutes ces professions-là qui sont évidemment essentielles. C'est pas la qualité fondamentale de la vie ne vient pas des établissements bancaires ni des compagnies d'assurance internationales. Elle vient d'abord de l'infirmière qui sait me soigner, de l'éboueur qui enlève ma poubelle, enfin voilà, de la personne qui nettoie. Et donc, il faudrait d'une certaine manière qu'il y ait une forme d'inversion. Ces professions-là sont plus importantes et donc méritent une légitimation sociale et donc une politique salariale plus importante que d'autres. On pourrait dire la même chose dans l'enseignement. Pour moi, j'ai toujours pensé que l'instituteur-institutrice était plus important et devrait être mieux payé que le professeur d'université. Bien, merci à tous les deux. Alors peut-être avant d'aller plus loin, j'ai des questions qui me viennent
de personnes qui regardent notre débat. Une première question de Stéphane Mancy, hein, que je salue au passage, qui dit « Bonsoir à vous trois. Quand Gramsci nous dit « Le vieux monde se meurt », le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Selon vous, quel est le pire des monstres actuels? Amitié. J'enchaîne avec la question suivante et vous répondez. Alors, Pauline Henrique nous dit masque. Quid du rôle des femmes dans la fabrication gratuite de ceux-ci sous couvert de solidarité pour pallier au manquement de ce gouvernement? Je pense qu'on a déjà en partie abordé et répondu à cette question tout à fait pertinente. Alors, une autre question de Sanif Gaillère, pardon. Merci pour cet intéressant débat. Ça fait toujours plaisir. Hein, donc, pour revenir à la question du masque, ne pensez-vous pas qu'il y a une réelle réflexion à mener sur les conséquences du port du masque dans nos relations sociales, voir notamment les réflexions de David Le Breton, voire de Emmanuel Lévinas sur le visage. Hein. C'est vrai que l'importance de l'existence de l'autre et de la reconnaissance de l'autre à partir de son visage, et dans l'effacement de notre individualité derrière ce masque, aussi customisé soit-il. Donc, quel monstre apparaît, à votre avis, dans ce nouveau monde, dans cet entre-deux avant le nouveau monde qui tarde à naître? Olivier. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est si on y prend garde et si on ne profite pas du momentum, c'est qu'on risque d'aller vers un monde d'après qui pourrait être pire que celui qu'on a à l'heure actuelle, et notamment sur les plans sécuritaires. Et ça me permet d'ailleurs d'ajouter un mot au débat, c'est que puisqu'on a peur de parler par rapport aux applications qui pourraient être mises en œuvre par rapport pour détecter les personnes infectées, on a peur de parler de traçage et on utilise cet anglicisme qu'est le tracing. On le prononce comme on peut ou comme on veut d'ailleurs, mais ça fait partie d'une stratégie linguistique justement qui est, on essaye de noyer le poisson et de cacher ce dont il est question. Donc ça, le monstre qui pourrait surgir entre les deux, c'est au nom de la lutte contre cette pandémie, c'est que il y a un estompement de la norme concernant les libertés fondamentales de chacun et de chacune, et que, un peu comme par rapport aux pouvoirs spéciaux, il a été jugé opportun que pour faire face à la pandémie, il fallait doter ce gouvernement minoritaire de pouvoirs spéciaux, et pouvoirs spéciaux ne veut pas dire plein pouvoir. Et donc, il y a vraiment un danger là, à mon avis, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et concernant la remarque tout à fait pertinente de Pauline, c'est aussi un élément qui est volontiers caché, et c'est aussi vrai pour le domaine des soins, c'est que sont à la manœuvre les femmes principalement. Et ça, on le cache volontiers, et sous couvert d'État failli et donc de travail gratuit, et alors on est en train de nier et de complètement cacher cette dimension essentielle. Et donc, on renforce finalement ce qu'on dénonçait avec la question du soin juste avant, de dévaloriser finalement ces fonctions qui sont essentielles. Jean, est-ce qu'il y a une des réflexions sur lesquelles tu aurais envie de rebondir? Mais voilà, je t'en prie. Je dirais, Barbara, merci, que la réflexion d'Antonio Gramsci, pour moi aujourd'hui, les monstres, c'est d'une certaine manière, et c'est entre deux du monde, on pourrait citer Camus aussi, en espérant éviter que le monde ne se défasse, etc., c'est l'idée qu'on est au cœur d'une crise civilisationnelle majeure. Morin, j'ai sorti quelques bouquins, Pablo Servigne, Où va le monde, où ils écrivent ce qui est en train d'arriver. Pas dans les détails, bien sûr, mais ils se disent, Yves Cochet notamment, 2020, là, il va y avoir une crise systémique, on ne sait pas par où elle va arriver, une crise financière, une crise sociale, une catastrophe écologique, une pandémie. Donc, c'est dit. L'analyse ici, encore, qui est sortie juste avant, Collapsus, de Laurent Testo, analyse tout ce qui est les possibilités de pandémie et de crise systémique. Donc, ce que je pense qu'il faut essayer de comprendre, et ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas une crise comme on en a connu par le passé. C'est une crise globale, fondamentale, un fait social
totale, comme dirait Marcel Mauss, qui convoque à la fois les aspects, Barbara, tu sais ce que je vais dire, à la fois les aspects écologiques, sociaux, économiques, politiques et culturels, hein, pour simplifier très fort les choses, et qui sont en interaction. Et donc, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est à toute vitesse, je dirais, une accélération extraordinaire du monde qui fait qu'on est au bord de la... C'est un peu des formules parce qu'on est dans un débat court et que les choses sont évidemment complexes et doivent être nuancées, mais nous sommes en partance pour ce que certains appellent, comme Elisabeth Kolbert, qui a été d'ailleurs une auteure au chevet de la bibliothèque de Barack Obama, pour la 6e extinction. Et donc, c'est, je pense, dans cette réflexion-là qu'il faut réfléchir. La manière dont le capitalisme dominant depuis des siècles, depuis le milieu du XVIIIe siècle, depuis la révolution industrielle britannique, anglaise, est en train de piller, je dirais, la planète sur le plan des ressources naturelles et est en train d'aliéner une partie de la planète où c'est le travail qui est là pour faire fructifier et accumuler le capital, pour prendre un concept de Karl Marx, même s'il y a des avancées positives, évidemment, les choses sont compliquées. Il y a aussi moins de pauvreté, il y a aussi des espérances de vie qui augmentent, il y a aussi moins de morts dans les épidémies. Hein. Bref, évidemment qu'il y a des choses qui vont mieux. Je préfère vivre à Bruxelles, en Belgique, en 2020, qu'au temps de l'Empire romain ou en 1348, au moment de la peste à Marseille ou à Rome, évidemment. Mais il n'empêche que ce système-là est potentiellement destructeur et que donc il faut plus que jamais imaginer et construire un paradigme politique alternatif, ce que, par exemple, parmi beaucoup d'autres, Cédric Durand et Ramzi Kecheyan, dans le monde diplomatique de ce mois, ils plaident pour une transition, une planification écologique avec 5 points fondamentaux, notamment sur la renationalisation du crédit et de l'investissement, sur un emploi pour tous, sur la justice environnementale, sur la limitation des ressources constitutionnelles. Enfin, il y a plein d'aspects, il y a plein d'idées, je dirais. Le problème, Olivier, tu le sais mieux que moi par ton activité professionnelle et ton militantisme et ton engagement, c'est le rapport de force. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, quand on parlait de Pablo Servigne, quand on parlait de Gauthier Chapelle, quand on parlait de Jared Diamond, qui a écrit Effondrement en 2006, moi je me rappelle dans les débats, on me disait, ouais mais Jean, non, ça c'est trop pessimiste, non. Est-ce qu'on aurait imaginé au début du mois de janvier que le 13 mars, la Belgique et le monde, des milliards de personnes seraient confinés, que les avions, dans 90% des cas, seraient cloués au sol. On aurait dit ça, mais c'est un mauvais film, c'est une mauvaise série Netflix, ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. La réalité déborde la fiction, si j'ose dire. Il y a trop de réalité, pour reprendre le terme d'un très beau livre de Mona Chollet. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à ça et s'attendre tout le temps à l'inattendu et toujours penser l'impensable. C'est un travail de déconfinement de l'esprit de penser comme ça, parce que c'est très difficile. Je dirais c'est un effort de lucidité et d'incertitude. Mais penser l'incertitude est quelque chose qui, à mon avis, est plus que jamais nécessaire, et surtout pas croire qu'on va pouvoir reprendre comme avant, parce que de toute façon, sinon, il y aura un Covid 20, 21, 22, 30, 31, 40, peu importe l'année de son apparition, qui sera pire, qui sera évidemment pire, notamment du fait de notre prédation sur les écosystèmes. Voilà, pardonnez-moi d'être un peu long, mais les choses sont complexes, mais en même temps, elles sont absolument tragiques. Donc, on est dans un tournant de l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Oui, et malheureusement, si je peux me permettre de rebondir un temps soit peu, Jean a cité le mot, c'est-à-dire la question du rapport de force, et la difficulté, je rajoute une couche de pessimisme, mais la difficulté à laquelle je suis confronté, c'est évidemment avec plaisir que je vois surgir, notamment hier en France, l'idée de ressusciter le Conseil national de résistance. C'est avec plaisir que j'entends certains parler, il faudrait un nouveau pacte social, sauf que ça ne doit pas rester incantatoire et de l'ordre de la pensée magique. Un rapport de force, ça se construit. Construit, oui, oui. Et ça, pour le moment, je trouve, malheureusement, c'est le point aveugle. J'espère me tromper, mais j'aimerais bien qu'on profite de ce momentum pour le construire, et le construire, en effet, pour aller vers une transition écologique digne de ce nom, et pas essayer de reconstruire comme, ouais, c'était mieux avant, et donc on va faire comme si rien n'avait changé. Mais si, tout a changé. Les grands gagnants, Barbara, si tu me permets d'ajouter une toute petite phrase.
Vous savez qui sont les grands gagnants de ce qui est en train de se passer? Le premier grand gagnant, c'est Jeff Bezos. Vous avez vu ce qu'il a gagné depuis le 1er janvier 2020 grâce à la crise? 26 milliards de dollars. 26 milliards de dollars en plus de sa fortune personnelle. Amazon est arrivé à vendre aujourd'hui pour 11 000 dollars de produits par seconde. J'ai été voir les chiffres, 11 000 dollars de produits par seconde. Ils recrutent des centaines, des milliers de travailleurs dans le centre de logistique. Donc les multinationales de la Silicon Valley, les GAFAM, etc., sont aujourd'hui les grands vainqueurs. Et on mégote sur le salaire ou sur le chômage temporaire, comme Olivier l'a dit, des aides-soignantes, etc., des infirmières. Donc, c'est là où le rapport, les gagnants aujourd'hui, ce sont les multinationales, c'est Netflix, c'est Zoom, le grand gagnant. C'est ça, tout le débat est notre paradoxe, puisqu'il y a aujourd'hui 200 millions d'utilisateurs Zoom, je termine Barbara, ne t'inquiète pas, et il y en avait 10 millions en décembre 2019. Donc, il y a 5 mois, il y avait 10 millions d'utilisateurs Zoom. Aujourd'hui, on est 200 millions. Dans 15 jours, on sera 300 millions. Alors, je vais essayer de réunir les questions et de les centraliser. Donc, il y en a deux questions, en fait, deux remarques de Pauline et de Anne, pardon, qui questionnent effectivement la place des femmes, leur valorisation et le travail qu'elles produisent dans ce monde qui, nous dit Anne, pardon, est encore trop patriarcal. Et là, effectivement, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Mais donc, on vit dans un monde qui se développe autour de systèmes de domination et notamment la domination patriarcale. Restait aussi en suspens la remarque de Nissaf autour de la transformation de la société à partir du moment où derrière le masque, on ne sait pas qui se cache ou on ne voit plus notre interlocuteur. Mais peut-être avant de vous laisser la parole brièvement là-dessus, je vous ai écouté attentivement l'un et l'autre et ce que je me dis, c'est qu'on ne doit pas juste appeler de nos voeux à un autre monde, un monde meilleur, on doit en construire les plans, le mode d'emploi et apprendre à en utiliser les outils pour le construire. Et donc, effectivement, hâtons-nous de déconfiner, comme le disait Jean, nos esprits, mais aussi notre être tout entier pour aller dans la rue, nous réunir, réfléchir ensemble et nous enthousiasmer pour quelque chose de nouveau, pour donner un tout petit peu d'optimisme pour clôturer vos deux interventions précédentes. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter sur la question de la transformation de la société avec l'apparition de ce masque qu'on voit finalement, toutes les personnes qu'on croise quasiment sont masquées? Vous n'êtes absolument pas obligé. J'ai encore 2 mots en réserve pour vous. Barbara, moi je sors très peu, mais je sors en général une fois par semaine, le jeudi matin très tôt, chez mon marchand de journaux pour le faire vivre et pour aller acheter souvent les magazines français qui sortent le jeudi. Et je suis, et c'est ça qui est très très compliqué, je suis rassuré quand j'ai autour de moi et que je croise quelqu'un qui a un masque, et je suis énervé et comment dirais-je, énervé par un manque de citoyenneté et de responsabilité des gens qui font du jogging à côté de moi, ça m'est arrivé quelques fois, ou baillent, ou crachent même en sortant d'un magasin, comme je l'ai vu aussi. Et donc, c'est pour ça que je veux dire que j'ai une position ambiguë par rapport à cette question-là, parce que d'un côté, je sens une protection du masque qui est plus importante. J'entends bien les remarques du sociologue David Le Breton, j'entends bien Emmanuel Lévinas et toute sa philosophie, effectivement, du rapport à l'autre à travers le visage. Donc, un monde qui serait tout le temps masqué serait épouvantable. Pas pour rien qu'on se bat aussi contre le voile intégral et voilà, et tous ces aspects-là. Et ça fait d'ailleurs le lien avec le cumul des luttes et des aliénations, à la fois le patriarcat, à la fois l'aliénation des humains entre eux, à la fois l'aliénation de l'humain sur la nature. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est
c'est de prendre le caractère systémique, je dirais, de l'exploitation. Ce n'est pas d'en extraire, même si chacune se décline différemment, ce n'est pas d'extraire une discrimination, mais au contraire je dirais, de les combiner, de les cumuler et de voir là où elles se cumulent tragiquement, c'est-à-dire généralement hors des pays industrialisés. Donc, ce que je veux dire par là, voilà, c'est simplement cette réflexion-là, c'est comme la distance sociale. Moi, je suis plutôt dans… Il y a un anthropologue américain très connu, Edward Hall, qui a écrit La dimension cachée en 1966, qui a une réflexion sur la distanciation sociale, ce qu'on appelle en sociologie d'ailleurs la proxémie. J'ai appris ça, j'apprends plein de choses, oui. Et qui montre que en Afrique ou en Russie, là, il y a beaucoup plus, je dirais, de proximité qu'en Asie, par exemple, où on ne se serre pas la main, etc. Oui. Donc, il y a des codes culturels. Et donc, effectivement, être aujourd'hui dans… C'est contre-intuitivement pour moi et je pense pour beaucoup d'entre nous, la société du 150 cm, si j'ose dire, c'est une société difficile à vivre. J'ai difficile, moi, parce que j'ai besoin d'aller d'une certaine manière presque spontanément, intuitivement vers l'autre. Donc, comment est-ce qu'on gère cette solution? Or, cette situation, je pense, est absolument nécessaire sur le plan médical. Et elle est productive sur le plan médical, puisqu'on voit que les courbes, pour l'instant, on verra s'il y a d'autres vagues, sont en train de diminuer. Donc, je pense que le confinement a un effet sanitaire positif, mais il a un contre-effet, je dirais contre-intuitif, effectivement, de plus pouvoir toucher l'eau, de plus pouvoir le caresser, de plus pouvoir se donner la bille, se donner la main, parler de loin, etc., pose un problème et a une forme de nostalgie d'un temps de l'insouciance où on pouvait se côtoyer sans se méfier. À ce sujet-là, moi, je n'ai pas beaucoup réfléchi sur le masque, si ce n'est que je rebondis sur ce que j'en dis. Oui, en effet, il faudra réinventer des nouveaux codes pour qu'il y ait encore et toujours des liens sociaux, parce que c'est ça qui m'exaspère un peu avec le terme distance ou distanciation sociale, c'est que il vient de l'anglais clairement, social distancing, mais moi je préférerais qu'on parle de distanciation physique. Physique, voilà. Voilà, ça c'est un distinguo que je pense qu'il faut apporter, et je pense qu'il faut, et ça c'est pour rebondir sur l'autre question, je pense qu'il faut profiter autant que faire se peut partout où on identifie des leviers pour faire percevoir que l'avenir de l'homme, c'est la femme, donc, et tout en sachant que le cadre patriarcal nous met des bâtons dans les roues, mais ce n'est pas parce qu'il y a des bâtons dans les roues qu'il faut envisager d'arrêter d'essayer d'avancer malgré tout. Jusqu'où aller trop loin? Voilà. Alors, il y a deux questions qui nous viennent, une de Caroline Gesson, que je salue au passage, et qui demande: pensez-vous qu'on pourra encore s'embrasser, se faire la bise entre copains, entre collègues, sans arrière-pensée? Et une autre question de Mathilda, qui aimerait vous entendre sur la rhétorique, elle met des guillemets, guerrière, très viriliste, utilisée par certains chefs d'État pour faire face à la pandémie. Donc, elle pense notamment au président Emmanuel Macron qui a dit « nous sommes en guerre », aux accusations tonitruantes et intempestives de Donald Trump qui accuse un jour la Chine et puis qui propose un autre jour. Vous avez vu qu'aux États-Unis, quand l'annonce que la pandémie arrivait aux États-Unis, le premier commerce qui a été pris d'assaut, ce sont les armureries. Donc, les Américains, en grande majorité, ont acheté des armes supplémentaires. Drôle de réflexe. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de cette rhétorique viriliste d'une part, et est-ce que vous pensez qu'on pourra un jour s'embrasser, se saluer sans arrière-pensée? Alors, petit B, je l'espère. Et alors, concernant la rhétorique guerrière, moi je trouve que, bon, ok, Macron, nous sommes en guerre, mais nous, en Belgique, on met en place des gestes barrières, pas des gestes de protection. Oui. Donc, c'est vrai que bon, Macron, pensant vraisemblablement se refaire du poil de la bête, voilà, a pris la posture du président, en effet, qui sort le blason et qui est en guerre, mais moi, je ne vois pas trop de distinction ou de différence par rapport au choix des mots, justement. Je préférais qu'on parle de gestes de protection plutôt que gestes barrières. Oui. Ça, c'est… Et alors, et chez Trump, évidemment, la dimension xénophobe, avec le fameux virus chinois, ça, c'était quand même magistral. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, j'ai de nouveau, peut-être, je vous mets une toute dernière question,
et puis on va s'orienter tout doucement vers la clôture de débat. Stéphane Mancy, qui insiste et qui dit si les monstres sont présents et prédateurs, que dire du spectacle permanent de la marchandise en mouvement, je suppose, petite référence à Guy Debord, qui masque les vraies oppressions sur le prolétariat mondial. Moi, je partage, Barbara, j'aime beaucoup Guy Debord et la Société du spectacle, qui reste très fort d'actualité. Donc, je pense aujourd'hui que l'objectif des multinationales dont je parlais, et singulièrement Netflix et d'autres, dont on voit les bénéfices et le nombre de personnes augmenter, dont moi-même d'ailleurs, parce que c'est bien ce problème, c'est qu'on a, en tout cas, je me perçois comme ça, j'ai une part de ce que j'ai critique est en moi. J'ai une part de capitaliste en moi. On a collectivement ce soir utilisé Zoom. On n'a pas pris un média efficace alternatif. Je ne sais d'ailleurs même pas s'il en existe. Barbara, ce n'est pas une critique que je fais, mais simplement ça montre qu'on est captif et prisonnier d'une certaine manière de cette logique de temps de cerveau disponible, comme disait un ancien directeur de TF1, des multinationales américaine. Et donc, cette logique du spectacle permanent, je trouve que Guy Debord, il a écrit en 1967 La Société du spectacle, est prémonitoire. C'est aussi un des grands penseurs visionnaires du XXe siècle, puisque tout ce qu'il a pensé à la fin des années 60 est en train totalement de se réaliser aujourd'hui. On est totalement prisonnier et captif des écrans. Il suffit de voir les chiffres. Il suffit de chaque fois regarder les chiffres du divertissement international, que ce soit musical, que ce soit théâtral, que ce soit même dans le forme de la commercialisation, je dirais, de la culture, qui est la première industrie d'exportation des États-Unis, le cinéma Hollywood, avant le Covid. Donc, je pense que cette réflexion mérite est évidemment fondamentale. Et là-dedans, les cultures alternatives peinent à émerger puisqu'on prend les grands standards mainstream, comme dirait Frédéric Martel, de la culture principalement anglo-saxonne. Pour répondre à Caroline, bonjour Caroline, je ne sais pas te dire ce qui va se passer. Tout est possible. Est-ce qu'on va pouvoir se refaire la bise? Je l'espère que oui. J'espère que le toucher sera, comment dirais-je, parmi nos 5 sens. Il reviendra, je dirais, comme il a. Mais je ne sais pas dire comment ça va. Évidemment, personne ne sait dire comment ça va tourner, puisqu'il faut plutôt s'attendre à l'improbable. Donc, il est peut-être aussi possible, Barbara, qu'on entre dans une société où dans quelques générations, tout le monde sera tout à fait habitué à avoir 1,50 m de distance physique entre nous, comme dans certaines civilisations orientales, par exemple, où le fait de se toucher, je dirais, n'est pas socialement admis. À l'exception de contextes où, pour arrêter les contrevenants, la police touche sans masque et avec une grande proximité et beaucoup de fermeté les personnes qui ne respectent pas les règles en vigueur aujourd'hui. Voilà. Arnaud me dit, oui, effectivement, nous sommes pétris de contradictions parce que nous utilisons Zoom, mais il me rappelle, à juste titre, qu'on a testé d'autres plateformes et qui malheureusement manquaient de stabilité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Moi, ce que je retiens finalement de ce débat, c'est qu'on doit apprendre à penser contre nous-mêmes avant tout, pour pouvoir collectivement construire autre chose demain. Alors, pour clôturer le débat, je voudrais vous livrer un tout dernier mot pour vous demander très brièvement d'y réagir. Et peut-être, si vous le souhaitez, partager une question ou une réflexion avec les personnes qui nous suivent, que je remercie d'ailleurs pour leur présence et leur interactivité. Et ce mot de clôture, comme à la fin d'un bon spectacle, c'est le mot applaudissement. Oui, moi je peux aller vite là-dessus. Je pense qu'il faut aller au-delà des applaudissements, ce qui était une réaction tout à fait salutaire et qui se traduisait cette solidarité chaude. Si on en reste là, on aura raté le coup. Donc, il faut capitaliser là-dessus, pour employer un mot que je n'aime pas, et il faut saisir le momentum. Et autant je peux concevoir qu'en 2009, lors de la crise financière, on était tellement habitué, tellement pétri par le capitalisme qu'on avait été pris de court, autant ici, je pense qu'il serait impardonnable de ne pas, à tout le moins, essayer de construire le rapport de force pour
changer de modèle, changer de paradigme. C'est tout. Merci. Jean. Bien d'accord avec Olivier, puisqu'on parle d'applaudissements, on aura sans doute basculé dans un nouveau monde quand on sera tous, nous, le peuple, les peuples du monde en toute leur diversité, on aura chaque midi l'occasion de siffler les capitalistes. Eh bien, allons ensemble de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Je tiens à vous remercier l'un et l'autre, Olivier et Jean, pour le partage de vos réflexions très pertinentes. Un tout grand merci à mes collègues Pierre, qui a assuré la technique de ce débat, Olivier et Arnaud, qui ont relayé les questions des personnes qui nous ont écoutés et regardés. Et je voudrais remercier aussi Adèle, qui s'est improvisée pourvoyeuse de questions, qui m'a envoyé via cet autre outil technologique, via Messenger, des questions qui avaient pu échapper à Arnaud et Olivier. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous toutes et tous qui nous avez regardés ce soir. Alors, si nos rendez-vous hebdomadaires vous intéressent, on vous donne rendez-vous dans une petite semaine, non pas jeudi, mais mercredi prochain à 20h, pour une rencontre aller sous le signe, j'ai envie de dire, de la poésie. Je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas Dostoïevski qui a dit « La beauté sauvera le monde » ? On va dire que c'est lui. Hein. Oui, c'est son style. Mais la semaine prochaine, on va donner la parole à nos collègues écrivains publics qui, dans ce contexte de confinement, ont développé toute une série d'initiatives bien nécessaires pour soutenir le moral de nos troupes qui, moral en berne en ces temps difficiles. Bonne soirée à toutes et à tous, un tout grand merci et pour celles et ceux qui le souhaitent, à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous parce que ne l'oubliez pas, nos dirigeants ne le feront pas. Bonne soirée.